Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous et bienvenue. Bienvenue à cette 17e conférence Biotech Finance, en partenariat avec France Biotech. Ce soir, comme d'habitude, c'est une soirée conférence, une conférence entre nous pour échanger, pour dépasser un peu la crise Covid-19 et voir comment se passera le jour d'après, comment chacun réagit et chaque entreprise réagit. Et ce soir, je suis très content d'avoir avec nous Alexis Perrol, qui est le patron d'Ose Immunothérapeutique, qu'on ne présente plus, puisqu'on va en parler longuement après, mais c'est une de nos belles biotech avec une réussite extraordinaire, puisqu'elle a réussi l'étape 1 de sa phase 3 il n'y a pas si longtemps. Ça fait une très belle nouvelle sur notre journal Biotech Finance. Alexis, nous allons échanger avec Alexis. L'idée, c'est de passer dans un petit format interview entre nous et puis à la fin, une fois que toutes ces questions ont été posées, je vous proposerai de prendre la parole et de compléter et de préciser des questions que je n'aurais pas couvert éventuellement lors de ce passage. Voilà, donc merci encore d'être avec nous et tout de suite, Alexis, on va commencer par une revue des essais cliniques en cours aux immunothérapeutiques, hors TEDOPI, parce que TEDOPI, on va le traiter un tout petit peu à part, nous y reviendrons après. Quelle est cette revue? Quelle revue faites-vous de vos essais cliniques aujourd'hui? Et quel est l'impact de Covid-19 sur chacun de ces essais? Alors effectivement, d'abord merci, bonsoir, je vous remercie pour ces gentils mots. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour développer le portefeuille clinique d'Ose Immunotherapeutics, donc qui est spécialisé en immunothérapie, c'est-à-dire à la fois en immuno-oncologie contre le cancer, dans les maladies auto-immunes. Et c'est vrai qu'on a lancé pas mal de projets et de produits en clinique ces dernières années et qui sont impactés par le Covid-19. Alors, le premier projet et le premier produit, c'est un produit qui est en partenariat avec Boehringer Ingelheim, qui cible ce qu'on appelle SIRP-alpha sur l'axe SIRP-alpha-CD47, donc qui travaille sur les macrophages. Nous avons une phase 1 qui est en cours et qui avançait bien jusqu'à présent. Nous avons dû, pour le moment, suspendre les inclusions des nouveaux patients, mais nous continuons à traiter les patients qui étaient déjà inclus dans l'étude et nous espérons pouvoir reprendre cette étude prochainement. On travaille avec des centres spécialisés en phase 1 en France et en Belgique. Et nous espérons que dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, on va pouvoir redémarrer cette étude, ce qui est extrêmement intéressant. L'axe des macrophages et cet axe SIRP-alpha CD47, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'est par exemple un de nos concurrents qui vient de se faire racheter par Gilead pour près de 4 milliards de dollars, ce qui justifie finalement l'axe ou la cible qu'on veut choisir chez Osé Immunotherapeutics. L'autre étude qui est en cours, c'est TEDOPI, mais pas dans celle dans le poumon, dont nous allons parler, mais qui est dans le cancer du pancréas. Là aussi, l'étude avançait bien et c'est sous le sponsorship du GERCOR, qui est un groupe collaboratif. Et l'étude a été suspendue en termes d'inclusion de nouveaux patients et on attend de pouvoir là aussi rétablir l'accès à l'hôpital pour tous ces malades qui sont, évidemment, le cancer du pancréas, c'est une maladie très grave et dont les malades sont assez affaiblis. Donc, il faut vraiment bien pouvoir modifier l'accès à l'hôpital de ces malades pour qu'on puisse reprendre l'étude. Mais là aussi, on sait que le GERCOR suit ça de très près et a beaucoup d'intérêt dans cette étude innovante qui permettrait de suppléer ou de changer par rapport à la chimiothérapie. Et enfin, on a deux études de phase 2 qui doivent démarrer, l'une gérée par notre partenaire Servier dans les maladies auto-immunes, dans la maladie de Sjögren, et l'autre dans l'ulcerative colitis en anglais, donc la rectocolite hémorragique.
Et là, nous attendons de pouvoir démarrer cette étude. Alors, on peut faire tout ce qui est ce que je vais appeler la partie administrative de l'étude, c'est-à-dire qu'il faut rédiger le protocole, se mettre d'accord avec les différents hôpitaux, se mettre d'accord avec les cliniciens dans tous les pays où vous voulez déposer votre demande d'étude clinique. Mais vous êtes bloqué à un moment, c'est le moment où vous allez devoir aller visiter l'hôpital et si ces hôpitaux acceptent des patients. Donc, pour l'instant, on n'a pas de retard sur cette étude, mais on peut avoir 1, 2 ou 3 mois de décalage pour ce qu'on appelle le premier patient dans l'étude. Donc, globalement, on a une très bonne avancée du portefeuille clinique de la société depuis 2 ans, ce qui en fait un des acteurs majeurs en France en immunothérapie, donc immuno-oncologie et maladies auto-immunes, et un arrêt provisoire pour un certain nombre d'études, avec une volonté très forte, et vraiment on les remercie, des cliniciens de vouloir redémarrer dès que possible, en respectant ce qui est notre priorité, c'est-à-dire la sécurité des patients. Bien, merci pour cette première réponse. Alors, passons au cash, puisqu'il y a un impact forcément sur le cash de l'entreprise. Vous avez un cash burn qui est estimé à environ 20 millions d'euros par an, grâce à premier rapport de Servier sur un contrat qui vous apporte 5 millions d'euros, mais globalement beaucoup plus, plus les 3 millions de CIR, plus les 26 millions environ de trésorerie à fin 2019. Il est prévu que vous alliez jusqu'à la fin du trimestre 2021, premier trimestre 2021. Qu'est-ce que cette crise, quel est l'impact de la crise sur votre visibilité financière? Et je compléterai en disant quelles sont les différentes mesures que vous mettez en œuvre, à la fois d'un point de vue action financière, à la fois d'un point de vue action sur le plan peut-être humain et dans les relations avec les industriels. Alors, en fait, effectivement, on avait 26 millions de cash à fin décembre. Et c'est vrai qu'on a un business model qui nous a permis, depuis 2015, de nous développer, de développer le portefeuille de la société sans avoir besoin d'avoir accès au marché depuis notre introduction en bourse. Puisqu'en fait, nos partenariats que vous avez cités nous ont déjà rapporté plus de 60 millions de paiements d'étape lors de l'avancée de ces projets. Les 20 millions de cash burn, ils sont liés pour 85% du cas, à des dépenses cliniques. Donc, en fait, vous avez un impact en termes de cash qui est positif, on va dire, puisque si les études cliniques avancent moins vite que prévu, ben vous économisez une partie de cet argent. À l'inverse, l'avantage des contrats de partenariat que nous avons signés, c'est que les milestones qu'on doit toucher, on doit en toucher un de Servier que vous avez mentionné, qu'on n'a pas encore touché parce que c'est au premier patient inclus dans l'étude de phase 2 qu'ils vont mener. Mais on a aussi chez Boehringer des milestones qu'on doit toucher avec l'avancée de notre étude de phase 1 et quand ils doivent démarrer une phase 2. Donc évidemment, ceux-là, ils sont peut-être un petit peu décalés. Mais globalement, on est relativement serein grâce à ce business model et à la trésorerie qu'on avait à fin décembre pour pouvoir passer cette crise et redémarrer de la meilleure manière possible avec cette visibilité au premier trimestre 2021 et qui pourrait être étendue en fait si malheureusement on doit décaler les études cliniques et donc les dépenses liées aux études cliniques. Il n'empêche que, comme toutes les sociétés, on suit ça et on essaie d'anticiper au mieux ce besoin. Donc, on est en discussion avec les banques et la BPI pour pouvoir avoir accès aux prêts garantis, au PGE et aux aides de la BPI, parce qu'on est clairement une société qui à la fois est innovante, qui est en bonne santé financière et qui va avoir un décalage de trésorerie lié aux milestones potentiellement reçus un petit peu plus tard que prévu. Donc, j'ai eu confirmation qu'on rentrait complètement dans les clous à ce niveau-là. Et après, effectivement, on a dû et on est en train de faire attention et de prioriser les dépenses qu'on peut avoir sur les projets. On n'a pas vraiment… L'avantage de notre société, c'est que nos coûts fixes, en fait, sont donc limités par rapport aux coûts de R&D, puisque c'est 85% de nos dépenses qui sont des dépenses de R&D. Donc, vous pouvez… Et nous avons plusieurs projets. On a différents projets au niveau clinique et différents projets au niveau préclinique. Donc, vous pouvez jouer, finalement, sur cet ensemble pour rester toujours serein sur notre capacité à avancer. Il y a deux actions importantes qu'on a menées. Alors, il y a une partie de l'équipe, notamment la partie recherche,
qui est en activité partielle de par le manque d'accès au labo et aux échantillons de sang, par exemple, ou de tumeurs avec lesquels on travaille, ou l'accès à l'animalerie. Comme il n'y a plus d'échantillons et il n'y a plus de résultats, il y a à ce niveau-là un peu moins de travail à faire. En revanche, j'ai trouvé, on a discuté hier avec votre intervenant, c'était extrêmement intéressant. Moi, je me suis engagé à, même si effectivement il y a une activité partielle, qu'on puisse compenser pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire au niveau de ses salariés, parce que je pense que c'est extrêmement important de garder une équipe motivée qui prenne conscience qu'on croit en eux, qu'on a besoin d'eux, et qu'au moment où tout repartira, il faudra que tout le monde soit, pour reprendre une image sportive, dans les starting blocks. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc une visibilité financière sereine, on va dire, et un travail continu sur la partie partenariat, parce qu'on peut continuer à essayer de développer notre portefeuille et continuer à développer notre business model avec succès depuis 2015, c'est-à-dire essayer de signer davantage de partenariats. On a signé un partenariat fin d'année 2019 avec une société coréenne qui s'appelle CKD sur Tedopi, c'est le leader en oncologie en Corée, et on a pu renégocier ce contrat que vous avez mentionné avec notre partenaire Servier. Donc, c'est deux éléments qui sont à prendre en compte et on va continuer à travailler dans ce sens. Bien, donc on peut passer maintenant à Tedopi, parce que c'est un Tedopi dans l'axe poumon. Hein. C'est une nouvelle importante que vous avez fait, dont vous nous avez fait part là, il y a une semaine ou deux, même pas. C'est la première étape réussie d'une phase 3 avec d'excellents résultats. Ça vous a propulsé vraiment sur le devant de la scène début avril. Je rappelle que votre titre a pris au moment de l'annonce plus de 50%, c'est une bonne nouvelle, mais il reste quand même quelques pas à franchir. Et parmi ces pas-là, il va y avoir peut-être un essai complémentaire avec un design, peut-être un essai, peut-être une demande, une étude confirmatoire demandée par la FDA. Alors, quels sont les scénarios que vous envisagez sur des avancées de Tedopi dans le poumon? Alors effectivement, donc on a eu une étape une positive de notre étude de phase 3 qui s'appelle Atalante, donc qui évalue Tedopi chez les patients qui sont atteints d'un cancer du poumon et qui ont échappé, comme on dit, à une combinaison de chimiothérapie et de ce qui a fait l'arrivée de l'immunothérapie dans le monde du cancer, qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs. Donc, c'est des médicaments comme Keytruda ou Opdivo qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Simplement, ces produits sont donnés maintenant de plus en plus tôt et ils ne fonctionnent de manière longue que dans 20 à 30% des cas. Donc, il faut trouver des traitements derrière pour prolonger la survie de ces malades qui sont à un stade très avancé du cancer du poumon. Et aujourd'hui, il n'y a pas de produit enregistré en tant que tel dans cette indication qui est finalement assez nouvelle, mais ce qui est donné, c'est la chimiothérapie. Et comme on le sait, la chimiothérapie est agressive. Donc, l'idée était de se dire, est-ce qu'une immunothérapie qui va activer ce qu'on appelle les lymphocytes T, qui sont les armes contre le cancer, comme Tedopi, peut avoir un intérêt, peut avoir une synergie en combinaison séquentielle avec un anti-PD1. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer, et ce qu'on a essayé de démontrer dans l'étude Atalante. Et on a vu que dans cette première étape, l'idée était de se dire, le produit Tedopi a-t-il un intérêt vraiment dans cette indication? Il y a très peu de littérature, il y a très peu de données dans cette indication qui est finalement assez nouvelle, puisque les checkpoints sont arrivés depuis 3 ou 4 ans, et on est une des rares les plus avancées à ce stade. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on va atteindre un chiffre qui est donc de 40% de survie à 12 mois pour les patients qui ont reçu Tedopi. Si on l'atteint, on considère qu'on a franchi l'étape et qu'elle est positive. Si évidemment on est en dessous d'une barre plus basse qui était définie à 25%, ça veut dire que le produit finalement dans cette indication n'est pas très intéressant. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette première étape? On a montré que 46% des patients qui, lors de cette première étape, ont été traités par Tedopi ont eu une survie au moins égale à 12 mois. Donc, ça veut dire que l'étape est positive et c'est une très bonne nouvelle pour les patients, pour la société et évidemment pour tous les cliniciens qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore et qui ont participé activement à cette étude. Après, on a regardé, même si ce n'était pas dans le design propre de cette première étape, ce que donnait la chimiothérapie. Parce que vous avez, évidemment, si vous atteignez 40% et que votre chimiothérapie atteint 60%, oui, vous avez atteint la première étape, mais
ça manque un peu d'intérêt a priori pour le patient. La chimiothérapie est arrivée à 36%, donc inférieure à Tedopi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ce n'était pas une comparaison frontale, ce n'était pas ça qu'on devait faire dans cette étape, mais on regarde évidemment. Et le dernier point qu'on est en train d'étudier pour venir à votre question précisément, c'est que sur ces malades qui sont à un stade très avancé, ce que vous voulez, c'est vous voulez une efficacité, mais vous voulez aussi une très bonne tolérance. Vous voulez que si le malade doit rester dans son lit d'hôpital et ne peut pas profiter d'une manière ou d'une autre, c'est intéressant en termes de survie, mais ce n'est pas suffisant pour les patients, ce n'est pas suffisant pour les cliniciens, et ce n'est pas suffisant pour nous, parce que c'est ça la motivation. Et donc, on va regarder ce qu'on appelle le bénéfice-risque du produit, c'est-à-dire quelle est son efficacité et quelle est sa tolérance, quelle est la qualité de vie que vous avez quand vous prenez Tedopi. Nous pensons que ce bénéfice-risque va être positif et va de ce fait pouvoir être intéressant pour les agences du médicament, en particulier la FDA et l'IMA, donc l'agence européenne, où on va récolter, et c'est ce qu'on est en train de faire, l'ensemble des données de cette étape 1, compiler, analyser ce qu'on peut voir en termes de bénéfice-risque notamment, donc efficacité, qualité de vie, tolérance du produit, et voir avec ces agences si dans cette indication où rien n'est enregistré, où ce qui est donné aujourd'hui c'est de la chimiothérapie, est-ce suffisant ce qu'on démontre avec cette étape 1, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de complémentaire pour confirmer d'une manière ou d'une autre les résultats. Donc ça, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vous dirais que le métier du développement clinique, c'est un métier d'abord d'humilité. Quand vous démarrez une étude, vous ne savez pas ce que ça va donner, donc vous espérez que le produit sur lequel vous travaillez depuis des années va démontrer son efficacité. Donc on a vu ça avec cette étude. C'est un métier de données. Donc qu'est-ce que c'est, quelle est la donnée, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une preuve de l'atteinte de l'étape 1 et qu'on a surpassé la limite qu'on s'était fixée. Et puis, c'est un métier de conviction. Donc, je suis convaincu, et je sais que l'équipe l'est également, que ce produit, dans cette indication, a un intérêt fort. Donc, c'est ça qu'on va aller défendre auprès des agences du médicament. Et dans les mois qui viennent, alors ça va dépendre de Covid, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient tous disponibles au bon moment, mais en tout cas, d'ici quelques mois, je l'espère, nous pourrons revenir et communiquer ces éléments. En parallèle, évidemment, on va regarder si les résultats que nous avons obtenus, le retour des agences et donc le plan de développement, s'il y a un plan de développement supplémentaire à faire, nous permettra vis-à-vis de partenaires pharmaceutiques qui pourraient être intéressés d'enclencher des discussions plus avancées. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à quoi? On s'adresse au cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est des centaines de milliers de personnes, malheureusement, en Europe, aux États-Unis, en Chine, c'est 600 000 personnes par an. Nous, on fonctionne sur des malades, on a une médecine personnalisée parce que c'est les malades qui sont, on appelle ça HLA-A2 positifs, donc c'est 45% de la population à peu près, et on arrive après échec de checkpoint. Donc, on s'adresse quand même à des dizaines de milliers de patients potentiels par an qui ont un vrai besoin et pour lequel les cliniciens aimeraient vraiment plutôt donner de l'immunothérapie que de la chimiothérapie, à partir du moment, évidemment, où l'immunothérapie a démontré qu'elle était plus efficace et plus intéressante que la chimiothérapie. Donc, c'est une vraie nécessité là-dessus. L'impact de Covid, en fait, pour revenir sur cette étude, c'est que malheureusement, et ce n'était pas prévu comme ça, puisqu'on avait prévu d'ouvrir 25 centres supplémentaires, on avait un fort engagement des cliniciens, et je voudrais encore une fois les remercier ici, parce que je sais que le fait qu'on ait dû, sur la recommandation des experts indépendants avec qui on discute de cette étude, on a dû arrêter l'étape 2, c'est-à-dire que les patients qui avaient été recrutés dans l'étape 2, on va regarder évidemment ce que ça donne en termes de survie, mais ces résultats-là ne seront pas utilisés pour les discussions avec les agences dans l'étape 1. On a dû arrêter le recrutement dans cette étape. Et c'est vrai que ça a été un choix très difficile parce que quand vous lancez une étude, ce que vous voulez, c'est aller jusqu'au bout. Mais ce que nous a dit l'IDMC et le comité scientifique de l'étude, c'est qu'avec Covid, les gens qui ont un cancer du poumon, malheureusement, leur risque de morbidité est extrêmement élevé. Ensuite, les cliniciens essayent de ne pas faire venir les malades à l'hôpital, donc les traitements, le protocole n'est pas forcément suivi. Et enfin, les malades qui sont sous chimiothérapie ont en plus des défenses immunitaires très faibles. Donc, vous pouvez créer un biais fort dans l'étude et dans l'analyse des résultats. Donc, il valait mieux, malheureusement,
prendre ces résultats positifs de l'étape 1 et avec ça, aller voir les agences pour le meilleur pour le produit et pour la société évidemment, plutôt que de continuer cette étude et risquer de ne pas pouvoir utiliser les données. Donc c'est un choix, encore une fois, très difficile, mais qui était dans cette situation extraordinaire, enfin, au sens propre du terme, de Covid, nécessaire à prendre. Et à ce stade, vous préféreriez une étude complémentaire ou une demande d'étude confirmatoire de la part de la FDA? À ce stade, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'effectivement, on nous demande, on nous donne ce qu'on appelle un enregistrement conditionnel et qu'on nous demande de confirmer plus tard. Je ne suis pas certain qu'on arrive à obtenir ça, mais c'est ce qu'on va évidemment essayer. Après, même une étude complémentaire qui serait demandée, il va y avoir une reconnaissance de l'intérêt du produit et des résultats de cette étape 1. Donc, vous avez peut-être encore des études à faire, mais vous avez beaucoup plus de chances de trouver un partenaire et une grosse pharma derrière qui va se dire « je veux être présente dans le cancer du poumon, dans ces deuxième ligne et troisième ligne, juste après la première ligne. C'est un marché très important, c'est un besoin médical très fort, donc je peux tout à fait utiliser un produit comme Tedopi pour compléter ma gamme de produits. Donc, ça peut intéresser les sociétés qui sont en première ligne avec déjà un checkpoint inhibiteur, un anti-PD1, ou celles qui ne sont pas présentes, qui ont raté le coche des anti-PD1, mais en revanche, qui sont très intéressées par ce marché du cancer du poumon. Et alors, on sait que les partenariats industriels font partie de intégrante de votre stratégie. Et puis, c'est pas une mauvaise stratégie, parce que ça donne de la valeur à la société quand on la prend en cas. Et quelle est justement la relation que vous avez avec les industriels? Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui, ceux avec lesquels vous avez des relations traditionnelles, mais ceux avec lesquels vous essayez de nouer les contacts? C'est tout le monde suspend? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, en fait, on voit vraiment que, d'abord, c'est la capacité à signer des accords, comme on l'a fait à plusieurs reprises, qui ont, comme je vous le disais, financé la société. Puis c'est une reconnaissance forte de la qualité de la science, de la qualité de la compréhension de la biologie du corps humain dans les traitements qu'on est capable de mettre en avant. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 mois, en 6 mois. C'est vraiment un travail de très longue haleine sur plusieurs années. Et même la partie de négociation d'un contrat, elle ne se fait pas sur 15 jours. Elle peut durer sur 6 mois voire même 12 mois. Donc c'est plutôt un jour, je discutais avec quelqu'un qui dirige une grande pharma et qui me disait que eux, ce sont des paquebots. Donc, un paquebot, ça ne s'arrête pas en 5 minutes et ça met du temps à accélérer. On est une plus frêle esquive, ça c'est clair, mais on est beaucoup plus agile. Donc, on est capable de montrer qu'on est présent. On a des produits en préclinique qui sont extrêmement intéressants, de nouveaux projets, des nouvelles cibles, en particulier sur les macrophages ou les cellules myéloïdes, par exemple. On a une nouvelle plateforme de bispécifique qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va s'attacher à répondre aux résistances au checkpoint inhibiteur. Et donc, on avait des présentations dans les différents congrès là, internationaux qui sont prévus. Donc, on va pouvoir continuer là-dessus. Les pharma n'arrêtent pas de discuter. Je ne suis pas sûr que la prise de décision finale soit très simple en ce moment, parce qu'il y a aussi si la crise dure plus longtemps que prévu, il va y avoir un impact in fine sur leur propre PNL et leur niveau de cash. Mais les accords qu'on peut passer, même s'ils sont très intéressants, très importants, restent quand même importants pour le pipeline ou le portefeuille de ces sociétés qui ont besoin surtout en R&D de renflouer leur portefeuille et de s'assurer d'avoir des nouvelles cibles. Donc, je suis pas très inquiet et nous ne voyons pas en fait de baisse dans les discussions qu'on peut avoir avec les pharma. La décision finale va être un petit peu plus longue à mon avis. Mais c'est pour ça que, comme vous le disiez, le business model qu'on a mis en place et cette capacité à pouvoir attendre et à gérer au mieux grâce à la trésorerie et aux accords qu'on a déjà signés est important dans cette période d'incertitude. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, et ce sera ma dernière question avant que la salle ne prenne la parole, les différents participants.
on n'a pas parlé de RH. Hier soir, on avait un directeur de RH québécois qui est venu et qui nous a fait une brillante intervention et on s'est tous posé ces questions. C'était comment maintenir le lien avec les salariés. Donc ça, c'est une question que je vous pose. Comment vous maintenez ce lien? Ensuite, il y a aussi le moment de la réintégration de ces différents salariés. Vous en avez 45 et vous recrutez, m'avez-vous dit. Vous en avez 45 et tous ne sont pas effectivement dans les mêmes dispositions et dans la même dynamique que celle au moment où vous les avez quittés avant la crise et maintenant. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre. Et comment est-ce que vous gérez cette stratégie de réintégration de vos équipes? Alors déjà, on gère comme on peut, hein. Comme disait votre intervenant hier, on apprend au quotidien et on essaye de s'adapter. L'image que j'ai, c'est qu'on est un peu comme ces champions olympiques qui se préparaient pour les JO de Tokyo en 2020 et les JO sont décalés en 2021, mais il faut quand même être prêt et les meilleurs dans les starting blocks au moment où ça va redémarrer. Donc, il faut garder un lien fort avec tout le monde. On a la plupart de l'équipe peut travailler en télétravail, donc ça c'est un gros avantage. Tout le monde est extrêmement occupé en fait, parce on peut toujours continuer à faire avancer les différents projets. On a des gens qui sont donc au labo de recherche. Alors, il y a un peu plus de difficultés parce à faire les expériences elles-mêmes. Donc j'essaye de communiquer le plus possible. Je suis content par exemple ce soir de pouvoir parler avec vous parce que je suis certain que au moins un certain nombre vont nous regarder. J'essaye d'envoyer le plus de nouvelles, de m'assurer que, c'est exactement ce que disait d'ailleurs votre intervenant hier, de m'assurer que les gens qui travaillent avec moi au sein de l'équipe de direction s'informent aussi régulièrement entre eux et auprès de leur équipe. Donc il faut vraiment bien travailler ce lien, essayer d'informer le plus possible. Alors, c'est sûrement pas parfait, hein, au moins on essaye. Et après, sur la reprise, effectivement, il va y avoir des difficultés parce que il y a une partie des gens qui attendent avec impatience de pouvoir revenir au bureau, une partie des gens qui ne voudront pas vraiment revenir au bureau parce que ne pas avoir envie de prendre les transports en commun, par exemple. On est à la fois basé à Nantes, où c'est peut-être un petit peu plus simple de prendre sa voiture et de venir à vélo qu'à Paris, où vous devez sans doute prendre le métro et le RER. Donc ça va avoir un impact, je pense, on va devoir gérer ce genre de choses. Donc il y a vraiment, je pense, une communication qu'on essaie de faire, d'informer le plus possible de ce qui se passe et d'être à l'écoute des problématiques. Donc voilà, c'est pas parfait, on essaye, on apprend, on essaie de s'améliorer à chaque fois. Et c'est vrai que ce que disait votre intervenant hier était très important et je me suis rendu compte qu'il y a encore des axes forts là-dessus. Merci pour l'ensemble de cette intervention, Alexis. Ça a été très, très précis et très riche. Et donc, maintenant, je pense que les participants à cette réunion sont impatients de vous poser des questions. Qui veut poser la première question? Toujours la même. Alors, il y a une question par écrit. Il y a une question par écrit de Régis. Régis aussi, il y a beaucoup de questions. Régis Van Herp qui vous pose la question. Cela fait 1 an que vous cherchez un partenaire pour FR 104. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de partenaire et y a-t-il un intérêt pour ce produit? Y a-t-il un risque d'OPA vu la faible valorisation et les partenaires déjà signés? Alors, il y a Il y a 2 questions. questions en fait. Alors, je vais répondre à la première et à la deuxième. Donc la première, oui, effectivement. D'abord, FR 104, c'est un produit qui est extrêmement intéressant puisqu'il bloque ce qu'on appelle le CD28, qui est le premier signal pour déclencher les lymphocytes. Donc, on peut le développer dans plein de maladies auto-immunes. On avait un accord avec Janssen sur ce produit qui, pour des raisons stratégiques, en fait, au lieu a décidé au moment où il devait démarrer une phase 2 de nous rendre le produit. Ils nous l'ont rendu et ils nous l'ont rendu, ça s'est bien passé puisqu'en plus de nous rendre le produit, ils nous ont donné du produit GMP, donc vraiment du produit actuel qui représente plusieurs millions d'euros. Les résultats cliniques qu'on a aujourd'hui, c'est une phase 1, donc chez des volontaires sains, où c'est assuré la safety du produit. Et on a une première preuve d'efficacité. On s'est rendu compte, le temps de récupérer le produit, de retravailler le dossier et le projet, on s'est rendu compte que
il manquait sans doute pour convaincre et finir de convaincre des partenaires qui pouvaient être intéressés, une preuve de concept clinique, donc une phase 2 où on ait une preuve d'efficacité. Donc, c'est vrai que la réflexion à l'heure actuelle est de se dire, on peut le développer dans la greffe, on peut le développer dans les maladies auto-immunes. Comment est-ce qu'on peut faire avancer le produit un petit peu plus que ce qu'on pensait pour avoir une preuve d'efficacité supplémentaire et convaincre ainsi un partenaire. Donc ça, on croit tout à fait au produit. Il est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que là, on a besoin d'un peu plus de données. Je vous disais que dans le développement clinique, ce qui était important, c'était les données, et en particulier les données d'efficacité. Et là, pour le moment, j'ai peur qu'il faille qu'on avance un petit peu plus. Donc, c'est vrai qu'on réfléchit, on a de quoi avancer au niveau du développement clinique du FR104. La crise du Covid et ce qu'on disait sur le cash burn fait qu'on fait attention à ne pas se lancer dans trop d'études cliniques en même temps. Mais je reste tout à fait confiant sur ce plan-là. Alors ensuite, le risque d'OPA. Alors effectivement, la société, même si le cours de l'action a augmenté de plus de 50% depuis l'annonce des résultats positifs de l'étape 1 de Tedopi, la valeur de la société est, je trouve, inférieure à ce qu'elle devrait être, et j'essaie qu'on puisse faire monter ce cours de l'action compte tenu du portefeuille qu'on a et des partenariats qu'on a, et je suis sûr que ça va avancer une fois que tout ça sera reconnu. L'autre particularité de la société, à part le fait de s'appuyer beaucoup sur des partenariats, c'est que 45% de son capital est toujours détenu par les fondateurs et globalement le management, les salariés et les membres du conseil d'administration. Donc, on a la possibilité de continuer à développer la société, à la structurer et à allonger, je dirais, son portefeuille et ses accords, tout en n'étant pas à la merci d'un fonds d'investissement qui voudrait absolument sortir pour une raison X ou Y. Donc, le risque d'OPA ne peut pas être, n'est jamais écarté. Mais en revanche, on a la possibilité, de par la structure actionnariale, de continuer à avancer sur tout ça. Merci pour cette réponse. Une question de Zakia Belaïd. Zakia, la parole est à vous. Vous savez dégager le micro. Allez-y. Oui, je l'ai dégagé normalement. Bonsoir et Bonsoir. félicitations. Je connais votre société depuis longtemps, donc franchement, bravo. C'est juste une question vraiment de stratégie. Moi, autant que jeune biotech dans l'immunothérapie comme vous, là, vous venez d'étaler, d'évoquer un certain nombre de partenariats, que ce soit ici en France avec Servier ou, si j'ai bien compris, c'est bien avec des Coréens. Je me trompe ou... On a aussi des Coréens, oui, Oui, en Allemagne. voilà. Alors, ma question, quand même un certain temps, vous êtes confronté à différentes cultures de business, au marché et trois, aux besoins réels médicaux. Franchement, stratégiquement, est-ce que vous y allez parce que vous avez envie vous-même d'être rentable par rapport à votre boîte? Ça, c'est sûr, parce que le contraire serait dommage. Et comment vous vous basez? Est-ce que vous répondez parce que vous devez répondre aux besoins de votre interlocuteur, je perds mes mots, en face, le besoin de leur marché? Imaginez juste un exemple. Imaginez que vous êtes en face du Coréen, leur marché est faible et pourtant ce sont les seuls qui ont besoin de votre produit. Vous faites quoi? Vous attendez et vous trouverez le meilleur acheteur ou vous dites j'y vais quand même parce que j'ai d'autres balles à placer ailleurs? C'est pas évident, hein? Non, ce n'est pas évident. C'est un choix qui se fait en fonction du produit et qui se fait en fonction de l'étape à laquelle vous êtes. Par exemple, les 2 accords internationaux qu'on a signés avec Servier et avec Boehringer Ingelheim se sont faits à des stades précliniques, ce qui est assez rare d'arriver à signer ce type d'accord, et ça demande la qualité de la science que nous avons et de l'équipe, notamment de recherche, que nous avons. Donc, mais là, vous avez typiquement, c'est des gens qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient vu des publications ou des abstracts dans des posters, et ils trouvaient que les cibles que nous avions étaient extrêmement intéressantes. Et donc la stratégie de la société était toujours de se dire, quand vous signez un partenariat international comme ça avec Servier ou avec Boehringer Ingelheim, ça vous permet de faire avancer votre projet, d'aller plus vite et dans beaucoup plus d'indications ou dans beaucoup plus de territoires. Pour vous donner un exemple, Boehringer Ingelheim va pouvoir faire beaucoup plus d'études cliniques avec le produit
qu'on a licenciés que si nous avions tout mené par nous-mêmes. Donc ça, c'est un choix qui se fait assez vite et qui ne se fait pas d'abord sur les aspects financiers, mais qui se fait sur la bonne compréhension et la bonne entente entre les deux partenaires. On se dit, oui, ils vont donner toute leur chance au produit, ils vont nous aider à développer au mieux le produit. Donc ça c'est clair. Et ensuite, vous avez, par exemple, pour le coréen, c'est des choix de pays très spécifiques. Quand vous faites un partenariat international mondial, vous évaluez la valeur du produit sur la base des grands marchés, par exemple les États-Unis, les plus grands marchés d'Europe, le Japon, ou ce genre de choses. Et après, mais les marchés qui sont moins importants, comme la Corée, même si ça représente 1% du marché oncologique mondial, ça ne va pas être valorisé dans votre accord général. En revanche, un acteur local, lui, qui veut avoir des produits innovants, il va vouloir vous convaincre et vous allez trouver un accord intéressant au niveau financier et au niveau développement. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et parfois, on refuse parce qu'on pense que ce n'est pas la meilleure solution pour le produit ou pour la société. Donc, il y a les deux et c'est des réflexions qui sont faites à chaque fois de longue haleine parce que les discussions sont, comme je disais, ça prend des mois et des mois. Donc, vous avez le temps de bien réfléchir avant de savoir si ça vaut la peine de signer ce partenariat ou pas. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci Zakia pour cette question. Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y en a une sur le recrutement, puisque tout à l'heure j'ai évoqué le fait que vous recrutiez. C'est Leïla Dabi qui demande si vous pensez recruter du monde en R&D cette année et du monde en R&D au niveau des projets précliniques. Ça a l'air très intéressé. Oui, je lui donnerai l'email de notre CSO qui sera après. Alors oui, la réponse est oui. En fait, globalement, on recrute entre 4 et 5 personnes par an là, depuis 2 ans. Et on essaye vraiment de trouver les compétences précises qui vont amener une valeur ajoutée dans notre modèle de R&D. On a un modèle de R&D où on est capable de détecter des cibles d'intérêt. On a un savoir-faire préclinique sur l'utilisation des modèles de souris, l'utilisation maintenant des tumeurs en 3D, de l'intelligence artificielle. Et dans ce savoir-faire de biologie moléculaire, à construire un anticorps, à construire un bispécifique. Donc, on a tout ce savoir-faire-là, mais vous pouvez toujours améliorer, recruter une compétence de plus. Et donc, on gère à la fois les nombreux projets que nous avons, et ces besoins-là. Et une compétence supplémentaire nous permettrait, par exemple, de faire avancer un des projets qu'on a et qu'on trouve pour l'instant ou pour lequel on peut manquer de main. Donc voilà, c'est pour ça qu'on recrute globalement 4 à 5 personnes par an et qu'on va continuer à recruter. C'est vraiment un objectif fort sur ce modèle de R&D. Merci. Mohamed Amieh demande, lui, c'est une question intéressante sur les venture capitalistes qui vous ont accompagné depuis le départ. Quels étaient leurs profils? Est-ce que vous avez eu plus de venture capitalistes français qu'internationaux? En fait, on n'en a pas. Voilà. Donc, on n'en a pas eu. Et on s'est débrouillé sans eux. Donc, pourquoi? Parce que en fait, quand la société a été créée, le produit Tedopi était déjà à un stade avancé. Donc, on ne rentrait pas du tout dans le modèle des venture capitalistes qui aiment bien, et c'est normal, investir un peu plus tôt sur des produits qui sont moins avancés. Donc, en fait, on s'est plutôt financé avec d'abord les fondateurs qui ont amené le premier produit, et puis avec des family office français, belges, notamment, qui nous ont aidés sur un premier tour qui a été fait en 2014. Et ensuite, on a fait très vite une introduction en bourse en 2015. Puis ensuite, on a fusionné avec Efimune, la société nantaise, où là, on a récupéré les actionnaires qui l'avaient elles-mêmes aidé à avancer durant toutes ces années et qui sont eux aussi plutôt des actionnaires qui investissent à titre privé dans les sociétés innovantes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un pool d'actionnariat classique par rapport à d'autres biotech qu'on peut voir sur la place de Paris et pas forcément des VC liés, encore une fois, au stade auquel on a créé Ose Ose Pharma à l'époque et maintenant Ose Immunotherapeutics. Bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une question de la part d'un des participants?
Bonsoir, c'est Georges Rawadi. Bonsoir Georges. Une question dans la continuité de la question tout à l'heure d'OPA, mais je dirais dans l'autre sens. Vous êtes une société listée, donc est-ce que vous considérez maintenant l'opportunité qu'il y a pas mal de biotech peut-être complémentaires de votre pipeline qui seraient pas dans une meilleure situation pour négocier une valorisation, d'utiliser vos actions pour faire des acquisitions ou faire des M&A qui viendraient renforcer votre pipe et votre R&D éventuellement? Alors, en fait, c'est vrai que la société, le premier produit Tedopi a été racheté à une société pharmaceutique. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la société. Ensuite, on a fait cette fusion avec Efimune pour créer aux immunothérapeutiques et en faire ce champion de l'immunothérapie et ce spécialiste des maladies auto-immunes et de l'immuno-oncologie avec un focus très fort sur la R&D. Et c'est aujourd'hui, en fait, on a dans l'équipe de R&D, soit directement, soit via des accords qu'on peut avoir avec des labos académiques et des chercheurs qui sont très complémentaires de ce qu'on fait. On n'a pas vraiment un besoin de renforcer notre portefeuille avec un pipe d'autres sociétés, parce qu'on a vraiment des projets extrêmement intéressants, extrêmement innovants, qu'il faut qu'on mène et qui viennent plutôt de l'interne. Une fois qu'on a dit ça, il est toujours important de regarder ce qui se passe et de pas tellement de profiter d'opportunités ou de sociétés qui seraient en difficulté, parce que j'ai toujours tendance à dire que j'aime bien faire ce genre d'opération si c'est offensif. C'est-à-dire que si vous faites ça pour créer de la valeur et faire en sorte que les gens avec qui vous allez fusionner ou que vous allez racheter aient envie de travailler avec vous pour créer quelque chose de plus fort et de plus grand. Donc, ce n'est pas une priorité pour le moment. On reste toujours à l'écoute, mais on a vraiment une équipe extrêmement créative de R&D et des gens au développement clinique qui savent très bien transformer les projets de recherche. Donc, pour l'instant, on est servi, comme on dit au poker. Merci. Merci. Qui souhaite poser une autre question? Oui, bonjour, Hakim Aïssoub. Vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. Bonjour, Hakim. Je voulais juste quelques précisions, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez indiqué que pour Tedopi, c'est un traitement ou une solution qui arrive en deuxième ou troisième ligne de traitement. C'est ça, si j'ai bien compris. Et pourquoi, ou plutôt pourquoi pas, imaginer cette solution en première ligne? En fait, ça, je n'ai pas très bien saisi. C'est parce que ce n'est pas recommandé, parce que c'est moins efficace ou... Non, c'est comme quand vous commencez un développement clinique, généralement, vous commencez par la fin, en fait. Vous commencez là où il n'y a rien enregistré, où vous avez… donc, on a commencé après échec de la chimiothérapie et des checkpoint inhibiteurs qui étaient enregistrés en première ligne et deuxième ligne. Maintenant, ces checkpoint inhibiteurs sont enregistrés en première ligne en combinaison avec la chimiothérapie. Donc, il y a un rationnel scientifique très clair pour essayer de rajouter Tedopi à la chimiothérapie et un anti-PD1 en première ligne. Néanmoins, une étude de ce type, si on devait faire une étude de phase 3 de ce type, c'est 500, 600, 700 patients. Donc, c'est un peu au-delà de notre business model et de notre stratégie. Donc, je préfère pour le moment convaincre une société pharmaceutique avec nos résultats en deuxième et troisième ligne, puis que eux, lors de la licence, et s'ils ont envie de développer en première ligne, par exemple, le rajoutent, ou à l'inverse, ou au contraire, continuent sur la deuxième et la troisième ligne avec des compléments, des produits complémentaires. Donc, c'est plus lié à la façon dont on doit développer un produit normalement et aussi à la taille ou nombre de patients nécessaires dans une étude clinique. D'accord. Et une autre question, s'il vous plaît, c'est est-ce que vous pensez que justement commencer par la fin, où il y a une sorte de carence thérapeutique, est-ce que ça vous positionne, enfin j'imagine que oui, mais en meilleure posture face aux agences pour valider un protocole ou valider votre entrée sur le marché? Vous êtes dans une indication où rien n'est enregistré, où il y a un besoin médical très fort, où aujourd'hui les patients reçoivent de la chimiothérapie qui est extrêmement impactante au niveau physique en fait. Donc c'est effectivement pour ça qu'on pense qu'il y a un intérêt à aller voir les agences aujourd'hui avec ces résultats positifs de l'étape 1.
et où on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est vrai que c'est parce qu'on est dans une indication où rien n'est enregistré aujourd'hui. Très bien, d'accord. Merci beaucoup pour vos réponses et félicitations. Je vous remercie. Merci. Une autre question? On a encore quelques minutes. Alors, Régis Van Herp, qui est avec nous, qui est dans la salle, signale que vous êtes l'une des rares sociétés qui respecte ses engagements vis-à-vis de ses actionnaires. Et donc, je vous félicite à ce propos. Voilà. Mais j'ai envie d'ajouter. Je vous assure que c'est très agréable à entendre parce que ça fait toujours du bien et on s'y attelle. Hein, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, je remercie beaucoup. Voilà. Donc, c'était à dire. Et peut-être que dans ce temps de crise, comment est-ce que vous communiquez justement avec vos actionnaires? Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs spéciaux ou... Alors en fait, on essaye de développer pas mal tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on a de plus en plus, par exemple, d'abonnés sur notre page LinkedIn. On s'était mis un objectif avec la personne en charge de la communication chez Ose et elle a brillamment atteint cet objectif puisqu'on a dépassé les 3000 abonnés en moins d'un an. On essaie de faire beaucoup plus de choses sur Twitter, d'essayer d'être plus présent. Évidemment, les moyens classiques de communication, de communiqué de presse. Vous voyez, on vient ici ce soir parce que je pense que c'est une très bonne façon de communiquer et originale et intéressante. Donc voilà, on essaie d'être présent. Et puis, je passe beaucoup de temps dans des rencontres d'investisseurs et donc actionnaires pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. Là aussi, on peut toujours faire plus. C'est la limite de l'exercice quand vous êtes 45 et que vous gérez beaucoup de programmes cliniques et précliniques, des négociations avec des partenaires, des partenariats à prendre en compte actuels, et donc la nécessité d'expliquer et d'être présent auprès des actionnaires pour expliquer pourquoi on fait tel choix, pourquoi on prend telle décision qui est important et faire en sorte, on espère, que notamment le cours de l'action remonte. Merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure. Je tenais à vous remercier, Alexis, vraiment pour cette intervention qui a été brillante et très informative pour nous tous. Encore une fois, c'est un échange très riche qui est porteur. À tous, je voulais vous dire aussi merci à tous les participants. Vous avez été nombreux ce soir, on a été 65 en tout. C'est très sympathique de vous savoir attentifs à nos réunions. Merci encore. Demain, donc nous aurons Karen Ayash pour l'isogène, encore une entreprise cotée. Là, on est dans la thérapie génique. Il y a quelques petites choses qui se passent et qui sont intéressantes à raconter. Après-demain, évidemment, c'est la sortie de Biotech Finance, c'est le numéro 897 de Biotech Finance qui va sortir et nous reprendrons la semaine prochaine nos conférences. Merci. Je vais vous envoyer un petit mail juste à suivre pour vous questionner, pour savoir ce que vous pensez de ces conférences et avoir vos réponses nous intéresse aussi parce que ça nous permet de nous enrichir et de nous nourrir pour l'avenir. Merci encore. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci Alexis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.